Merci pour cette invitation et merci pour cette introduction. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir, très heureux d'être à Henri IV parce que c'est une maison amie où on sait qu'on est bien pour parler de ce genre de sujet. Heureux parce que je trouve ça toujours extraordinaire qu'un samedi soir à 19h15, il y ait des esprits mobilisés pour les thèmes qui nous sont chers. C'est bien le signe d'une passion, c'est bien le signe d'une envie de discuter, de débattre, d'interagir. Et le fait de me positionner comme ça en conclusion est à la fois un honneur et sans doute une gêne pour moi, puisque à coup sûr, ce que je vais dire va susciter un débat. Il sera sans doute un peu tard pour qu'il ait vraiment lieu, mais en tout cas, je suis évidemment à votre disposition à tous pour approfondir. Je vais essayer d'abord de traiter le sujet qui a été le vôtre, les figures du maître. Je dois dire que grâce au retard que le colloque a pris, comme vous l'avez dit, ça m'a permis d'attendre les deux dernières interventions et qu'elles m'ont énormément parlé. J'aurai l'occasion d'y revenir. Celle sur le numérique parce que, en effet, même si le numérique n'est qu'un outil, il est un levier considérable de changement. Et on sait très bien que ce changement peut aller dans bien des directions, qu'il faut plutôt viser les bonnes, évidemment. Et de ce point de vue-là, il y a beaucoup à faire, mais j'y reviendrai. En tout cas, j'étais assez en accord avec ce que j'ai entendu. De même, la dernière intervention sur l'esthétique, là, me renvoie à beaucoup de choses, y compris des travaux que j'ai pu mener avant cette carrière dans l'éducation nationale. Et là aussi, je pense qu'il y a des pistes à la fois théoriques et pratiques extrêmement importantes dans ce que l'on vient d'entendre. Et je veux commencer par le dire, quitte d'ailleurs à revenir là-dessus, mais enfin, pour le dire rapidement, je pense que la piste esthétique est en effet la bonne piste, avec tout ce que ça veut dire. C'est pas seulement l'art et la création, comme vous l'avez très bien dit, c'est aussi une approche de l'homme et une approche de la vie qui sont justement celles de l'école, et qui peuvent peut-être être en partie les éléments de résolution de ce qu'on peut appeler la crise de l'éducation, parce que ça crée un autre rapport au monde, et d'une certaine façon peut-être une meilleure adéquation entre ce qu'est l'école aujourd'hui et ce qu'est le monde aujourd'hui. Donc félicitations pour organiser un tel événement et merci de m'y intégrer. Je voudrais peut-être commencer par quelques considérations théoriques qui vont ensuite m'amener vers ce que vous attendez le plus de moi, c'est-à-dire la dimension d'expérience que j'ai pu avoir et ce que j'ai pu développer dans ce livre. Mais d'abord, je pense qu'il faut se poser quelques questions. Je commence par là dans l'ouvrage et je voudrais commencer par là ce soir aussi. C'est, à mes yeux, toute éducation est intrinsèquement une éducation à la liberté. D'une certaine façon, la liberté est une façon de définir l'éducation. Parce que une façon de définir l'homme, c'est de le définir par l'éducation. Et on retrouve déjà certains sujets justement esthétiques. Une des manières de distinguer l'homme dans la nature, c'est cette question de l'éducation qui justement lui fait échapper à la nature et en tout cas le met dans une relation particulière avec la nature. Cette éducation va mener à la liberté, c'est le sens qu'elle prend, c'est ce qui la légitime, mais cette liberté n'est pas une liberté simple, c'est pas une liberté spontanée, c'est pas la liberté consumériste qui domine aujourd'hui justement, c'est une liberté construite et qui donc passe par une contrainte, celle du maître. Et c'est évidemment, on pourrait dire, le paradoxe de l'éducation, je préfère dire la dialectique de l'éducation, c'est-à-dire le fait que pour accéder à une liberté, il faut passer par une contrainte. Ce n'est pas une contradiction, mais c'est évidemment un chemin étroit, parce que aucune contrainte éducative ne peut se justifier autrement que par cet accès à la liberté. À partir du moment où on dit ça, on a évidemment une conception de l'éducation qui est différente aux différents âges de la vie. Or, nous savons que notre temps est encore plus que les temps précédents, un temps où il faut penser l'éducation tout au long de la vie, et donc l'éducation comme une vie sans arrêt tendue vers la liberté, laquelle ne sera jamais absolue, mais si possible la plus forte possible. Et à partir de là, il est extrêmement important, à mes yeux, de considérer que l'accès à la liberté passe d'abord par une capacité à structurer l'enfant, cet enfant sera d'autant plus libre qu'il ou elle aura reçu le plus tôt possible les éléments qui vont structurer son savoir. Or, sur ce sujet-là, comme sur d'autres, notre connaissance de l'être humain, et notamment du cerveau en l'occurrence,
est beaucoup plus grande aujourd'hui que cela n'était le cas il y a ne serait-ce que 10 ans ou 20 ans. Nous savons aujourd'hui sur les compétences du bébé, sur les compétences du petit enfant, des choses que nous ne savions pas il y a peu de temps, et nous en saurons beaucoup plus dans 10 ans ou dans 20 ans. Et ceci a trait non seulement aux questions cognitives, par les sciences cognitives, mais aussi aux questions des compétences sociales. Et dans les deux cas, les sciences cognitives en particulier, nous montrent que ce potentiel est absolument considérable, qu'il est divers et qu'il porte sur le champ des compétences intellectuelles comme sur le champ des compétences sociales. Quelqu'un comme Stanislas Dehaene, qui est professeur au Collège de France, parle des compétences mathématiques du bébé, et ceci en dit long sur ce qui est possible. Alors quand je dis cela, il y a immédiatement une série de lumières rouges qui s'allument, de craintes qui naissent, et on dit voici une sorte de néo-scientisme qui apparaît, ou alors, premier type de crainte, deuxième type de crainte assez voisin, c'est eh bien voilà, on va tout de suite mettre les enfants dans le bain de l'école, de quelque chose de contraignant, alors même que ce qui compte justement au début de l'enfance, c'est l'épanouissement, c'est le développement de l'enfant. Je pense que lorsque surviennent ce type d'objections, ces objections, eh bien on est typiquement dans les oppositions stériles qui caractérisent très souvent notre système éducatif. C'est-à-dire, je pense qu'il peut y avoir et l'épanouissement et la visée pédagogique allant le plus loin possible dans le potentiel de l'enfant tôt. C'était un peu présent dans l'exposé précédent sur l'art à la maternelle, où il est évident que exposer l'enfant à l'art le plus tôt possible, c'est créer une capacité créatrice le plus tôt possible. De même, par le jeu, et j'ai beaucoup apprécié ce que vous avez dit sur la relation entre jeu et esthétique chez Gadamer, je pense que c'est très juste, et bien par le jeu, évidemment, on peut avoir des visées pédagogiques extrêmement ambitieuses pour l'enfant. Si on regarde par exemple en Asie, où les mathématiques ont beaucoup d'importance, le boulier, par exemple, est un outil extrêmement utile pour le développement des compétences mathématiques chez l'enfant. Et s'agissant de la maîtrise de la langue, qui est quand même le point majeur, eh bien, nous savons très bien que les inégalités entre les enfants peuvent apparaître très tôt du fait de l'environnement familial, que la maîtrise des mots en particulier peut aller du simple au double dès l'âge de 3 ans, et que nous devons essayer de compenser cela le plus tôt possible, et que donc derrière les enjeux cognitifs, il y a évidemment des enjeux sociaux, et que cela passe donc par le jeu, le chant, la musique, l'art, ce que l'on voudra, mais on doit avoir une visée pédagogique qui est de permettre aux enfants d'avoir ces connaissances dès l'école maternelle, ces compétences dès l'école maternelle, ce qui ensuite va être décisif pour ce qui va se passer ensuite. Ceci est tellement vrai que d'ailleurs, depuis 10 ans, l'école maternelle a repris une visée pédagogique plus importante que ça n'était le cas dans la décennie précédente. Et qu'un des très rares sujets sur lesquels des études très précises montrent un progrès du système scolaire, c'est celui-là. C'est une bonne nouvelle. Comme toutes les bonnes nouvelles, elle va rester très cachée dans le cénacle que nous formons et quelques autres. Mais dans les 10 dernières années, c'est une étude publiée par le ministère il y a 1 an, très précise. Dans les 10 dernières années, la visée pédagogique qui a prévalu ces derniers temps dans l'école maternelle a montré des effets, ce qui signifie évidemment que l'enfant va être mieux préparé, si on peut dire, au cours préparatoire. Ces points-là sont absolument décisifs parce qu'il y a des automatismes, et de nouveau c'est un mot qui va allumer des lumières rouges, il y a des automatismes qui, s'ils sont acquis le plus tôt possible, vont libérer l'enfant dans tous les sens du terme. Ils vont libérer le cerveau de tâches complexes qui vont devenir automatiques. Si vous savez vite les opérations de base, le calcul de base, toute votre vie, cela va vous servir de socle pour le reste. Si ça n'est pas le cas tôt dans la vie, toute votre vie, vous allez être dans une situation laborieuse chaque fois que vous serez en présence de calculs nécessaires. Or, par exemple, la question de la faiblesse mathématique du citoyen aujourd'hui, y compris dans les opérations courantes de la vie, est un des problèmes
ce qu'on appelle les problèmes donc, de numératie, eh bien, sont des problèmes aussi graves que les problèmes d'illettrisme que l'on constate. Et il faut les combattre à la base si l'on veut vraiment créer de la liberté, de la liberté d'apprendre et de la liberté de citoyen. Et encore une fois, je suis souvent attristé par les objections que ceci suscite, même s'il est normal qu'il y ait du débat sur ces questions, parce que très souvent, au nom d'une approche progressiste de l'école, en réalité, les objections à ce que je viens de dire empêchent l'école d'être réellement émancipatrice comme elle doit l'être. Et j'ai moi-même eu, et c'est une première allusion à mon expérience, comme directeur de l'enseignement scolaire, quand j'ai voulu faire cela, aller encore plus loin à l'école maternelle sur ces questions, affronter un débat public totalement caricatural. Et c'est aussi un des problèmes que l'on doit regarder, c'est-à-dire la question du débat public sur l'éducation en général, puisque en gros, le type de mesure que l'on envisageait était caricaturé avec l'idée qu'on aurait un projet de tout de suite détecter les difficultés de l'enfant pour mieux les sélectionner et mieux exclure, ce qui évidemment n'était en aucun cas ce qui était visé, bien au contraire. Donc la liberté suppose un socle, suppose un déploiement progressif qui ne s'oppose pas à l'épanouissement de l'enfant, mais qui est au contraire la clé de l'épanouissement de l'enfant. Ça ne s'y oppose pas parce que ça permet cet épanouissement, mais ça ne s'y oppose pas non plus parce que, tout simplement, cela peut passer par des choses extrêmement agréables dans l'apprentissage. Le problème est que souvent, on confond, par exemple, la question de l'exercice avec la question de l'austérité, avec la question de l'ennui en classe. Or, il y a des façons de s'exercer qui sont tout à fait ludiques, et là, on rejoint le sujet du numérique, d'ailleurs, puisque, par exemple, aussi bien pour la maîtrise du code alphabétique ou pour rentrer dans la lecture, de l'écriture, que pour les questions des 4 opérations en calcul, il y a des programmes numériques qui permettent à l'enfant de s'exercer tout en s'amusant. Ceci n'est bien sûr pas du tout l'alpha et l'oméga de ce qu'il faut faire en la matière. D'ailleurs, rien n'est jamais l'alpha et l'oméga de ce qu'il faut faire, mais c'est une illustration de cela. Si cette liberté est progressive, alors on peut penser que l'enseignement à l'école primaire doit être le plus explicite et le plus progressif possible et permettre d'ouvrir un champ de personnalisation beaucoup plus fort avec le temps qui passe. C'est pourquoi la vision que je développe dans le livre, sur le collège en particulier, est une vision qui rentre en écho avec ce que vous avez dit, Monsieur Hauss, tout à l'heure sur la classe, c'est-à-dire je pense que c'est précisément parce que l'école primaire donne les fondamentaux aux enfants, notamment en langage et en mathématiques, pas seulement, que le collège peut permettre d'ouvrir une organisation complètement différente dans le futur. Non seulement du fait du numérique, ou en tout cas de ce que permet le numérique, mais aussi du fait que nous savons aujourd'hui qu'on doit dépasser la figure de la classe hétérogène, fixe, dans laquelle on va asséner des cours magistraux les uns après les autres, pour passer à des parcours beaucoup plus personnalisés, tenant compte des forces et des faiblesses de l'enfant, de l'adolescent, de façon à compenser les faiblesses et faire levier avec les forces. Concrètement, et pour aller vite, ce sur quoi je m'appuie, c'est d'abord sur l'importance des groupes de compétences en pédagogie. C'est quelque chose qui a commencé en langue et qui prouve ses bénéfices. Ce que je dis évidemment sur ce sujet comme sur d'autres n'est pas seulement dans le cadre français, il faut aussi, c'est un point très important, avoir une approche internationale de ces sujets, faire de la comparaison internationale. Et par exemple, quelqu'un comme Esther Duflo, qui a beaucoup travaillé sur des terrains comme l'Inde ou l'Afrique, montre que quand on fait des groupes de compétences, ceci est bénéfique aux plus faibles comme aux plus forts. De nouveau, quand je dis cela, de nouvelles lumières rouges vont s'allumer sur vous voulez faire des classes de niveau, vous voulez mettre les faibles avec les faibles, les forts avec les forts. Pas du tout, puisque si l'on fait des groupes de compétences, vous pouvez très bien être avec les faibles quand vous êtes faible en français, être avec les forts si vous êtes fort en mathématiques, avec les forts si vous êtes fort en musique, etc. Et si vous êtes faible, c'est pas pour vous cantonner chez les faibles, c'est évidemment pour, au contraire, compenser vos faiblesses, mais les traiter telles quelles et avancer. Ceci renvoie à une autre structuration du temps et de l'espace, parce que je pense que plutôt d'avoir des classes de 6e, de 5e, de 4e et de 3e, on ferait mieux sur ces 4 années
de définir par exemple 30 niveaux en mathématiques, 30 niveaux dans tel ou tel domaine, et l'enfant franchit ces niveaux, non pas sur la base d'une année, mais sur la base d'un mois ou de quelques semaines, et quand il ou elle n'y arrive pas, eh bien, on redouble ces semaines, ce qui n'est pas du tout la même chose que de redoubler son année. Faire cela, c'est évidemment permettre que l'enfant, l'élève en tout cas, puisse traiter la difficulté qu'il a à la racine et non pas accumuler les difficultés jusqu'à la fin du parcours scolaire. Et on sait très bien que c'est ce qui caractérise malheureusement beaucoup de situations aujourd'hui, ce qui débouche sur le décrochage scolaire, sur tous les problèmes que l'on connaît et qui ont été évoqués. Donc la question de la déstructuration de la classe, plus exactement de la restructuration du collège, me paraît être un sujet clé si on veut résoudre ce qu'on peut appeler la crise du collège, sans rien perdre des vertus du collège unique. C'est pour ça que je parle de collège commun, c'est-à-dire que l'idée c'est en effet d'amener tous les enfants d'un pays jusqu'à 16 ans à avoir un socle de connaissances et de compétences fondamentales, mais de les amener progressivement par des chemins qui sont de plus en plus personnalisés avec le temps. Et ceci permet à la fois de traiter la difficulté scolaire et aussi d'amener chacun à son excellence, puisqu'il y a une diversité des excellences, que je trouve que le mot excellence est un de ces mots qui, là aussi, allume des lumières rouges dans le débat français, alors même qu'à mes yeux, c'est un mot locomotive, et c'est un mot qui doit caractériser chaque enfant lorsque l'on fait les choses convenablement. Alors vous me direz, mais le maître dans tout cela, puisque c'est le sujet qui nous réunit aujourd'hui. Bien, je pense que le maître ou la maîtresse, enfin le maître, appelons-le ainsi, le professeur, est plus nécessaire que jamais. C'est-à-dire que, loin de disparaître dans la civilisation du XXIe siècle dans laquelle nous entrons, le maître, comme le lieu, est encore plus nécessaire. C'est précisément parce que nous sommes dans un monde de plus en plus immédiat, de plus en plus aterritorial, que nous avons besoin de lieux et que nous avons besoin de maîtres, à condition de savoir redéfinir tout cela, évidemment, je vais y venir. C'est vrai pour l'école comme pour l'université. Par rapport aux débats qui existent actuellement, et qui sont des débats très intéressants, et il a été fait allusion aux débats qui existent aux États-Unis sur ces sujets, je ne crois pas du tout, par exemple, à la disparition des universités du fait de l'enseignement en ligne. Est-ce que ça veut dire pour autant que l'enseignement en ligne n'a aucun impact sur l'école ou sur l'université? Non, bien sûr, l'impact est considérable. Il y a donc une réelle transformation de l'école et une transformation de l'université qui est rendue indispensable par la révolution numérique et par différentes évolutions sociales et sociétales, mais ça ne veut pas dire disparition, ça veut dire transformation, et je pense qu'il faut donc réfléchir à ces transformations. Je le fais pour ma part sur la base de ce que je vous ai dit sur la question de la liberté, mais aussi symétriquement sur la base d'une réflexion sur ce qu'est le maître. Je pense que de ce point de vue-là, et je ne serai pas trop long, on peut se poser, on doit poser les questions de la bonne façon. Une manière que j'aurais de poser la question, c'est finalement de quoi le maître est-il le maître? Parce que finalement on dit le maître, mais maître de quoi? Maître de qui? C'est une question éternelle, mais qui doit être posée en des termes nouveaux aujourd'hui. De quoi le maître est-il ou est-elle le maître? Réfléchissons un instant à ce que ça signifie. Est-ce que le maître est maître d'un savoir? Oui, mais. Certains disent non. Moi, je ne vais pas jusque-là. Je dis oui, mais. Bien sûr que le maître est maître d'un savoir, puisqu'il est maître de quelque chose qu'il a et que les élèves, normalement, n'ont pas. Mais nous savons bien que, d'abord, ce savoir n'est pas absolu, primo, et que, deuxio, de nouveau, la révolution numérique change les choses. C'est aujourd'hui le professeur qui se fait contester en direct par l'élève qui a regardé Wikipédia, comme vous l'avez dit. C'est tous les professeurs d'université expérimentent ça aujourd'hui, et même les professeurs de collège et de lycée commencent à le vivre. Il faut évidemment s'interroger à partir de cela. Ça ne signifie pas la disparition du maître, mais ça oblige à travailler différemment, à faire levier de cette immédiateté du savoir, puisque évidemment le maître peut être un guide. Est-ce que le maître est le maître de l'élève? De nouveau, je dirais oui, mais, et certains diront non, et ils auront peut-être raison.
La question de la relation à l'élève, elle est une question éternelle. J'ai évidemment en tête, en parlant de ça, le livre de George Steiner, que sans doute beaucoup d'entre vous ont lu, Maîtres et disciples, qui est évidemment un livre clé sur cette question du maître, et qui revisite tout ce que, à la fois, la littérature et les sciences sociales nous disent sur la question, et ce, depuis l'Antiquité. On doit évidemment réfléchir sur ce que devient cette relation spécifique au XXIe siècle. On sait bien qu'elle est chargée d'éros au sens le plus fort de ce terme. Steiner nous cite les exemples même les plus érotiques pour le coup. C'est Heidegger, Hannah Arendt, c'est Héloïse Abélard et ainsi de suite. Mais nous savons bien que cette relation est une relation dont le sens et le désir, non pas le désir de l'élève vers le maître, mais le désir que le maître s'est créé pour le savoir, qui parfois se détourne sur le maître lui-même. Et ce désir que l'on s'est créé, comment peut-on le créer au XXIe siècle? Évidemment, la question des nouvelles technologies est de nouveau une clé, mais pas seulement. La question des nouvelles technologies nous permet simplement d'approfondir l'idéal socratique d'interaction. De ce point de vue-là, de nouveau, le numérique est un outil, et c'est un outil qui n'est pas un outil de rupture vis-à-vis d'un enseignement qui aurait été de toute éternité ce qu'il est jusqu'à aujourd'hui, mais c'est au contraire, cela représente des innovations d'accomplissement. Si Socrate avait eu des tablettes numériques, il en aurait fait quelque chose pour accoucher les élèves de quelque chose. Donc la question du désir et de la relation maître-élève, elle est évidemment transformée aujourd'hui. Je pense que de nouveau, d'ailleurs, il faut regarder les modèles qui existent à l'échelle internationale de ce point de vue-là, et que la France est potentiellement dans une situation favorable pour réinventer cette relation maître-élève, du fait de sa tradition, du fait de ses pensées sur la question, même si aujourd'hui, comme vous le dites dans la présentation du colloque, les performances du système scolaire français semblent médiocres, et que c'est plutôt le système scandinave ou finlandais, le système asiatique qui apparaissent en première ligne. Ce que j'essaye d'expliquer dans le livre, c'est que chacun de ces deux catégories de systèmes ont poussé au maximum des grands principes pédagogiques. D'un côté, justement, le principe du désir, de l'épanouissement, côté Europe du Nord. De l'autre, le principe de l'exercice, du travail, côté Asie. Eh bien, nous avons une sorte de troisième voie française qui est possible et qui renvoie justement au rôle du maître, en étant capable de concilier ces deux grands paradigmes et en cessant d'en faire un objet de querelle pédagogique dans le débat public français qui est totalement stérilisant, mais au contraire en sachant le dépasser. Donc, de quoi le maître est-il le maître? Une fois que l'on a dit ça, je vais vraiment essayer d'être bref. À mes yeux, il est maître de deux éléments clés de cette horizontalité dont on a parlé, mais encore peut-être sous un autre angle. Il est maître du temps et il peut être maître de l'espace. Maître du temps, c'est un point majeur. Aujourd'hui, le professeur est dans une situation de monopole absolument incroyable, c'est-à-dire qu'il dispose du temps de l'élève. Dans la société dans laquelle nous sommes, il est désormais le seul. Et il peut en faire quelque chose. J'adhère totalement à ce que vous avez dit tout à l'heure quand vous avez dit que l'école ne doit pas imiter le zapping. Autrement dit, on ne va pas réduire de plus en plus le temps d'attention, même si de tout temps il y a eu des ficelles pédagogiques pour savoir réinitialiser, si j'ose dire, l'attention de l'enfant. Et non, mais au contraire, en effet, jouer avec ce temps et savoir en faire le meilleur usage. Ce sont des centaines d'heures. Quel usage le maître en fait-il? D'abord, je crois qu'il y a une dimension collective du sujet, c'est-à-dire que ce temps de l'enfant ne doit plus être découpé comme il l'est aujourd'hui, à partir de la classe de 6e. C'est évidemment la grande supériorité de l'école primaire sur l'école secondaire telle qu'elle est aujourd'hui. Au moins, si l'école primaire peut persévérer dans son être, si je puis dire, aujourd'hui, c'est que, évidemment, le maître est en effet le maître de quelque chose de complet, de quelque chose de cohérent. Tandis que, dès le collège, commencent à se fissurer les choses, puisque on a l'enfant qui est sommé lui-même
de créer de la cohérence entre des savoirs qui sont donnés de façon compartimentée. Je ne reviens pas devant les experts que vous êtes sur ces questions. Évidemment, Edgar Morin est un peu la référence obligée sur ce sujet. Je signale d'ailleurs qu'on vient de faire à l'ESSEC un MOOC avec Edgar Morin sur la complexité et qui certainement passionnera beaucoup d'entre vous si vous voulez le regarder. Mais en tout état de cause, ce caractère indispensable de la vision complète entre les professeurs, de l'équipe éducative, sur ce qui se passe pour de vrai dans le temps de l'enfant, non seulement donc du point de vue pédagogique stricto sensu, c'est-à-dire la complémentarité des savoirs, leur communication entre eux, mais aussi la façon dont le temps de l'enfant est cohérent, bien tout ceci doit être, je pense, ce que l'on met derrière l'idée de maîtrise du temps, être maître du temps. Mais c'est aussi une maîtrise du temps par le professeur lui-même, en effet. Et là, je pense que ça passe par savoir distinguer entre le temps magistral, le temps de l'interaction, et puis le temps de l'autonomie de l'élève. Je crois que c'était présent, d'après les titres, dans plusieurs exposés de ce colloque. Mais en effet, je ne crois pas qu'il faut abolir le temps magistral. Il est indispensable. On en a besoin. Mais il n'est peut-être qu'un tiers, je ne le dis pas sous l'angle quantitatif, qu'un tiers de la relation entre le maître et l'élève. Il y a aussi un temps de l'interaction. C'est évidemment ce qui va nous mener à la maîtrise de l'espace. Et là aussi, M. Hoz en a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire notre capacité à créer des petits groupes, à personnaliser le travail par petits groupes. Et donc ça renvoie aussi à la déstructuration de la classe dont j'ai parlé tout à l'heure. Et ce temps de l'interaction, il est absolument décisif. Les outils technologiques le permettent davantage aussi, et ils sont nombreux qui peuvent aller dans ce sens. Et puis il y a aussi, c'est important, le temps de l'autonomie. C'est-à-dire là où l'enfant, l'adolescent, l'élève, travaille seul. Et ce point est très important. Il existait davantage autrefois qu'aujourd'hui, c'est un paradoxe. Une maison comme celle-ci le sait. Il faut le retrouver. C'est un temps retrouvé. Et le numérique, évidemment, est essentiel de nouveau sous cet angle. Et on doit apprendre, non seulement apprendre à apprendre, comme nous le disons tous souvent, mais aussi apprendre à travailler seul, ce qui fait partie d'apprendre à apprendre. Donc je crois que maître du temps, ça renvoie à tout cela, la capacité à maîtriser le temps sous un angle collectif, la capacité à maîtriser le temps sous un angle plus individuel, de la part du professeur, le temps magistral, le temps de l'interaction, le temps de l'autonomie de l'élève. Et ceci mène à la question de la maîtrise de l'espace. Sur ce point, je serai plus bref, parce que ce que j'ai dit sur la maîtrise du temps agit forcément sur la maîtrise de l'espace. D'abord parce qu'on déstructure la classe. Je devrais utiliser un meilleur mot que déstructurer, parce qu'il a une connotation péjorative. Il faudrait restructurer la classe, pour le dire autrement. Évidemment, ça a un impact sur l'organisation de l'établissement dans son ensemble. De ce point de vue-là, je le propose aussi dans le livre, il y a une question de responsabilisation des professeurs dans l'établissement. Ça renvoie au temps de travail, il faut le dire, il faut oser le dire, c'est-à-dire la présence dans l'établissement, la façon dont l'espace est organisé, c'est-à-dire qu'il y a des lieux pour faire cela. Je pense par exemple qu'il y a beaucoup de pistes du côté de l'évolution des CDI tels qu'ils sont conçus aujourd'hui et tels qu'ils pourraient évoluer dans le futur, pour être aussi des lieux non seulement d'études absolument indispensables, mais des lieux de création. Par exemple, les imprimantes 3D aujourd'hui ouvrent des horizons très importants, mais tout ce qui a été dit sur l'éducation artistique, c'est décisif aussi, mais aussi des lieux où on peut travailler collectivement, en équipe. Et donc, l'espace change. Et l'espace, c'est l'espace physique, l'espace de la classe, l'espace de l'établissement, l'espace des abords de l'établissement, mais c'est aussi l'espace virtuel, c'est-à-dire l'existence numérique de l'établissement, et puis aussi la prise de responsabilité dans l'établissement. Aujourd'hui, on a une éducation nationale qui fonctionne en râteau, un ministre, des recteurs, des inspecteurs d'académie, des chefs d'établissement, et derrière les chefs d'établissement, les professeurs en râteau. Tenter de voir le chef d'établissement comme un individu à part, bien sûr, je ne développe pas trop sous les yeux du proviseur du lycée Henri IV, mais qui en a vu beaucoup. On est dans une situation typiquement française qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs. Il faut casser cela pour arriver à une situation où
tout le monde prend des responsabilités, où le chef d'établissement est véritablement un chef d'équipe. Ce que je préconise de ce point de vue-là, c'est que chacun à son tour, des professeurs prennent des responsabilités auprès du chef d'établissement, que ce soit sous un angle plutôt pédagogique, par exemple avoir des doyens des humanités, des doyens des sciences, des doyens des disciplines corporelles, et de ce point de vue-là on peut rapprocher plusieurs disciplines, auprès du chef d'établissement, mais aussi sous un angle éducatif, avec ce que j'avais tenté avec les préfets des études en éducation prioritaire pour les différents niveaux de classe. Toutes ces personnes peuvent être, avec par exemple le responsable du CDI, des adjoints auprès du chef d'établissement, et donc des maîtres, si je puis dire, de l'organisation du système. Je crois que c'est décisif. Ça fait évoluer aussi l'idée que l'on a du maître, qui n'est pas seulement quelqu'un qui arrive, qui fait cours et qui s'en va, qui est évidemment quelqu'un qui fait communauté. Et là, on retrouve aussi de très belles traditions de l'Antiquité, du Moyen-Âge, de la Renaissance, des Lumières. Et donc, ça n'est pas de nouveau quelque chose qui est en rupture avec ce que nous connaissons. On est plutôt dans l'accomplissement, voire dans la retrouvaille de choses qui ont été un peu oubliées, dans une vision plus complète de l'homme, et c'est pour ça que je défends le fait que ce que je viens de dire est dans une approche humaniste de l'éducation, et donc rousseauiste de l'éducation, parce que, et je terminerai par là, elle repose d'abord sur une anthropologie, l'idée que l'éducation mène à la liberté, et si on fait donc une équivalence entre le fait que l'homme se définit par l'éducation, que l'éducation se définit par la liberté, on arrive évidemment à une définition de l'homme par la liberté, ce qui ne me paraît pas la plus mauvaise des définitions. Et puis, au-delà de cette dimension anthropologique et philosophique, il y a une dimension pratique. C'est intéressant de voir comment se termine l'Émile, quand à la fin Émile devient papa, et se tourne vers son précepteur. Je sais qu'il en a été question, donc j'espère ne pas pleuvoir sur la mer en disant cela, mais à la fin, Émile se tourne vers le précepteur. Le précepteur a tendance à lui dire « tu es devenu, ça y est, tu es devenu un père, à toi d'être le précepteur de l'enfant qui va naître, la transmission se fait ». Et la réponse d'Émile est belle, elle dit « mais j'ai encore besoin finalement de ce qu'on pourrait appeler le grand-père aujourd'hui, c'est-à-dire de celui qui m'a transmis, parce que j'ai besoin encore, pour transmettre, d'apprendre ». Et donc ce côté perpétuel de l'enjeu éducatif, le fait que ça n'est jamais fini, que ça n'est jamais parfait, c'est évidemment aussi une vision de la vie, une vision du monde, et j'espère une vision humaniste. Merci beaucoup.